Je remercie beaucoup Nalini pour son invitation à parler de cet endroit. Je dois dire que je suis un peu intimidé par l'histoire du lieu. Il s'agit d'une... Ah oui, est-ce qu'il y a des gens dans... Are there people who would prefer that I speak in English? No? Donc j'ai fait comme Frédéric la semaine passée, Frédéric Nour la semaine passée, j'ai fait des slides en anglais et je ferai l'exposé en français. Donc il s'agit d'une collaboration en cours avec Pierre Germain, qui est maintenant à Imperial College à Londres, et de son ex-doctorant Tristan Léger, qui est postdoc aux universités de New York et de Princeton. Alors mon exposé... Voilà. Mon exposé, donc, je vais commencer par exposer le problème. C'est assez facile, la question est assez simple et à formuler. Et ensuite, je ferai un petit rappel historique sur des cas où ça a été étudié et quels sont le genre de résultats qu'on peut espérer obtenir. Et l'essentiel de l'exposé, ce sera donc sur les surfaces hyperboliques. Et puis après, il y aura juste un slide que j'ai rajouté avec quelques références. Non. Voilà. Donc le problème, c'est la question suivante. On a une variété riemannienne avec des hypothèses habituelles, complètes, aussi connexes, de dimension n. Donc, par exemple, l'espace euclidien, le tor de dimension n, la sphère unité, ou l'espace hyperbolique de dimension n. Et donc, on considère un projecteur spectral qui correspond à une petite fenêtre spectrale. Alors, pour des raisons de notation, c'est plus simple de considérer la racine carrée du Laplacien, en fait de moins le Laplacien si on prend le Laplacien habituel. Et donc lambda, ça va être le centre de la fenêtre, et eta, 2 eta, ça va être la largeur de la fenêtre. Et donc la question de base, la question centrale, c'est d'étudier la norme d'opérateur de L2 dans LP pour ce projecteur spectral. Donc P est toujours plus grand que 2. On s'intéresse à des grandes fréquences lambda et la largeur de la fenêtre est petite. C'est eta. Oui. Donc, avant de passer à des rappels historiques, je vais faire juste quelques remarques qui seront utiles pour la suite. La première chose, il y a un truc qu'on appelle le truc TT-star, qui est assez classique. C'est si on veut estimer la norme d'opérateur de L2 dans LP, d'un opérateur, ici j'ai pris mon projecteur spectral. Alors c'est la même chose que c'est égal à la norme de l'opérateur adjoint. Et comme on a un projecteur, l'opérateur adjoint, c'est l'opérateur lui-même. Et c'est la même chose que la racine carrée de l'opérateur composé de, cette fois-ci, lors de LP' dans LP. Et donc, comme les deux opérateurs coïncident, c'est de nouveau le même opérateur. Donc c'est une situation qui est très favorable. Et comme d'habitude, P sera toujours entre 2 et l'infini. P' c'est l'indice dual, sera toujours entre 1 et 2. Alors, on peut calculer, donc j'ai énoncé le problème par rapport à la première norme. Et dans les calculs, c'est très souvent en fait la dernière qu'on calcule. C'est la norme de LP' dans LP. Et au lieu de considérer
au lieu de considérer une indicatrice, on peut très bien considérer une version régulière en prenant je ne sais pas comment on dit en français, une BAMP, une fonction boss, qui approxime bien une indicatrice. Et donc, examiner la norme de L2 dans LP de cet opérateur ici, ou de l'opérateur défini par une indicatrice, ça revient au même. Et finalement, il y a un problème qui est relié à tout ça, c'est estimer la projection spectrale, mais vraiment pour une valeur lambda fixe, et qu'on peut voir comme, donc formellement, c'est la masse de Dirac calculée par la théorie spectrale sur D, ou pour donner un sens, c'est la limite de ces opérateurs, de ces projections spectrales, quand la largeur tend vers 0 et qu'on divise par la largeur. Et donc c'est plutôt ça qui a été étudié dans la littérature. C'est ces opérateurs-là qui ont été étudiés le plus fréquemment. Et donc il y a des résultats qui sont liés. On peut soit énoncer des résultats pour cet opérateur-là, soit pour des petites fenêtres. Mais vous allez voir, c'est plus facile d'énoncer et d'étudier cet opérateur ici, et après éventuellement de faire tendre état vers 0. Alors juste un mot pour les applications, si on s'intéresse à des estimations de fonctions propres, en fait c'est plutôt ce genre d'estimations qui vont être importantes, qu'on va utiliser. Et si on regarde les projecteurs spectraux là, dans une petite fenêtre, c'est plutôt dans l'esprit quasi-mode, c'est-à-dire fonctions propres, ou de superposition de fonctions propres quand on est proche de la valeur propre lambda. Alors j'en viens à l'introduction historique. Donc pour l'introduction historique, en fait, une des motivations, je pense, une des origines du problème, c'est le fameux théorème de restriction de Stein et Thomas. Donc c'est une propriété de la transformation de Fourier qui est, je crois, maintenant bien connue. Donc je rappelle juste que si on prend une fonction qui est intégrable, alors sa transformée de Fourier, c'est une fonction qui est continue, bornée, qui disparaît, qui tend vers 0 à l'infini. Et donc, ça a un sens de la restreindre à une hypersurface comme la sphère unité. Par contre, si on prend une fonction dans L2, alors sa transformée de Fourier, c'est n'importe quelle fonction dans L2. Et donc, on voit bien que ça n'a pas de sens de la restreindre à une hypersurface qui est de mesure nulle. Pourtant, il y a un résultat qu'on appelle le théorème de restriction de Stein-Thomas et qui dit que si qu'il y a des valeurs de P supérieures à 1 et plus petites que 2, donc il y a tout un intervalle en fait, pour lequel ça a un sens, on peut contrôler la norme, par exemple on part d'une fonction de Schwartz, on la restreint à la sphère et on peut montrer que la norme L2 est majorée est contrôlée par la norme dans LP', où P' est entre 1 et 2. Non, mais tant que P' est proche de 1, ça veut dire que P ici est assez grand, est proche de l'infini. Et l'indice critique, qu'on appelle l'indice de Stein-Thomas, c'est exactement 2 fois n plus 1 sur n-1. Alors ce résultat, il date des années, je dirais milieu des années, début ou première moitié des années 70. Et alors on peut se poser la même question pour, au lieu de prendre la sphère unité ici pour 1, on peut prendre la sphère de rayon lambda. Et puis, au lieu de prendre juste une hypersurface, on peut prendre un petit anneau. Et donc, ça évite le problème que c'est mal défini. Et donc, on aboutit comme ça. Au corollaire suivant. Alors,
On prend maintenant, c'est un résultat valable pour tous les indices P. Donc, si je prends une fonction, mettons dans l'espace de Schwartz, je la restreins cette fois-ci à un anneau de largeur 1 autour de la sphère de rayon lambda, et je calcule sa norme L2, alors ça va être contrôlé par la norme LP' de f, avec un facteur ici qui dépend de lambda. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir ici la puissance optimale. Et la puissance optimale, on peut montrer qu'elle est donnée par cette formule. Donc il y a deux régimes. Gamma p est égal à cette valeur quand on est entre 2 et l'indice critique. Donc ça veut dire dans cette zone ici. Là, j'ai indiqué les valeurs de 1 sur p. Et puis ici, verticalement, la puissance gamma p. Donc quand p est compris entre 2 et l'indice critique, 1 sur p entre 1,5 et 1 sur l'indice critique, alors on est dans ce régime-là. Et quand on est entre l'indice critique, ici 1 sur pst, et puis ici 0, ça veut dire p égale à l'infini, alors on a un autre régime. Et donc on voit que, par exemple, en travaillant par interpolation, mais essentiellement tout repose sur ce point-là. Si on arrive à démontrer le théorème pour ce point-là, ensuite on l'a facilement pour le reste, les autres valeurs. Et ce résultat est optimal, ça veut dire la puissance gamma p qu'on obtient est optimale. Alors juste un petit commentaire sur comment on démontre l'optimalité. Eh bien, dans cette région ici, il y a un fameux exemple qui est dû à Tony Knapp. Et si on regarde de manière plus générale quand on va regarder des variétés, si on veut trouver les fonctions qui donnent exactement la bonne valeur, c'est des fonctions qui sont quasiment des fonctions caractéristiques de petits voisinages de géodésique. Par contre, dans ce régime ici, on prend des fonctions qui sont radiales par rapport à un point. Dans le cas par exemple de Rn, c'est des fonctions de Bessel qui vont donner l'optimalité. Ah oui, et dernière chose, j'ai juste indiqué comme développement, c'est ce genre de théorème qui a ensuite donné naissance, si on se restreint au lieu d'une sphère ou d'un anneau, on se restreint à d'autres hypersurfaces comme des hyperboloïdes ou des paraboloïdes. Eh bien, c'est ça qui a donné naissance aux fameuses estimations de Strickhartz pour l'équation des ondes ou bien l'équation de Schrödinger. Voilà, donc ça c'était l'origine, le théorème de Stein-Thomas. Et je vais passer maintenant au théorème de Sogg. Donc Sogg avait étudié le même problème, mais quand on travaille cette fois-ci sur une sphère, pour commencer. Et après, il l'a généralisé au cas des variétés compactes. Et donc son résultat, on peut l'écrire de manière condensée de la forme suivante. Il y a une certaine largeur de fenêtre. On peut pas, là, on ne peut pas prendre des largeurs arbitraires parce que vous savez bien que le spectre va être discret sur une variété compacte. Et donc, il y a une largeur à partir de laquelle on risque de rater toute valeur propre. Donc, il faut prendre un certain état zéro, mais il en existe un. Et l'opérateur, la projection spectrale, à ce moment-là, est majorée, et c'est la même puissance que dans le cas euclidien en lambda. Et ce symbole ici veut dire que c'est à la fois contrôlé par le haut, par une constante fois cette puissance, et par le bas, par une autre constante fois la même puissance. Donc ça veut dire que ça donne vraiment le comportement en lambda. Et excuse-moi, la lambda, c'est toujours une valeur propre de racine de Laplacien. C'est toujours une valeur propre de racine. C'est pour ça que l'état zéro est fixé. Si on ramenait tout à des valeurs propres du Laplacien, la taille de la fenêtre, elle serait elle-même une fonction de la valeur propre. C'est ça, il y aura un changement de variable à faire.
Oui, donc c'est ça. Lambda, c'est, je considère, c'est le paramètre spectral pour la racine de moelle laplacien. Oui, c'est ça. Donc il faut penser que c'est, on est en train d'étudier ce qui se passe pour des valeurs propres lambda, ou autour d'une valeur propre lambda. Et donc ce résultat-là, c'est un résultat complètement local. Il se démontre. La première démonstration, c'était à l'aide d'harmoniques sphériques sur la sphère, mais ensuite il y a eu des démonstrations d'analyse microlocale qui ont permis de le faire, et on le fait dans une carte. Et donc en fait, ce n'est pas un résultat vraiment sur les variétés compactes, c'est un résultat qui est valable sur des variétés. Si on prend des variétés qu'on appelle la géométrie bornée, ça veut dire le rayon d'injectivité est borné inférieurement, et puis localement la géométrie en tout point est comparable. Donc pour ce type de variété, on peut redémontrer exactement le même résultat puisqu'on se ramène uniquement à travailler dans une carte. Et pardon, le état zéro, il dépend du rayon d'injectivité ou il dépend de la variété. Oui, il dépend de la variété. Ça ne marche pas tous les coups. Donc il y a un corollaire qui est intéressant de ce résultat, c'est que en fait, on obtient de cette manière-là une borne inférieure qui est universelle. Et alors, c'est simplifié, hein, je l'écris comme ça, mais donc si on prend un petit état, alors l'estimation du projecteur spectral est minorée par la puissance de lambda qu'on a toujours vu apparaître et la puissance 1,5 de eta, la largeur de la fenêtre. Le vrai énoncé, c'est toujours pour ce problème de ne pas rater des valeurs propres, c'est qu'il faut prendre il faut varier la fenêtre dans un intervalle ici qui est contrôlé par ce état zéro. Mais disons, pour simplifier, pour fixer les idées, je triche et je dis c'est comme si on avait une estimation inférieure. Et donc, ce qu'on en tire pour l'étude de ce problème d'estimation, c'est que le comportement lambda de cette norme d'opérateur, ça doit toujours être lambda à la puissance gamma p. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que le comportement en état, lui, dépend de la variété qu'on considère. Il dépend de la géométrie à l'infini. C'est lui qui est vraiment, qui va refléter la géométrie globale. C'est bien connu, en analyse de Fourier, quand on cherche un principe élémentaire, quand on cherche à cerner une chose d'un côté, eh bien, ça reflète des propriétés à l'infini de l'autre. Alors, à titre d'exemple, voilà ce qui se passe par exemple dans le cas de l'espace Rn. Si on regarde dans Rn, on a une estimation, vous voyez la deuxième ici, elle est optimale puisqu'on a en gros l'estimation inférieure que j'avais donnée, on peut montrer que c'est aussi une estimation supérieure. Par contre, quand on est entre 2 et l'indice critique, la puissance n'est pas 1,5, c'est une puissance un peu plus grande. Comme état est petit, ça veut dire le bon comportement, il n'est pas en état 1,5, il est avec cette puissance de état qui apparaît. Et ça, c'est un résultat qui est, de nouveau, c'est comparable, donc c'est un résultat optimal, on ne peut pas faire mieux. Pour le tore, la situation n'est pas encore tout à fait claire. Il y a une conjecture qui dit que la norme d'opérateur, c'est dans le régime P plus grand que l'indice critique, c'est de nouveau le état 1,5, c'est la puissance optimale qui sort. Mais entre 2 et l'indice critique, la puissance, ça va être cette puissance ici, vous voyez, qui est un peu plus petite que la puissance dans le cas
dans le cas euclidien, mais qui n'est pas la puissance non plus eta 1,5 qui était donnée par la borne inférieure. Et là, il y a plein de résultats qui ont été démontrés. J'ai mis des noms de contributeurs. Bourguin-Demeter et Germain Meyerson ont travaillé sur le sujet. Et cette conjecture, elle est encore ouverte dans des petites zones, surtout en petites dimensions. Et s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, il y a un joli article de synthèse de Pierre Germain sur Archive, où il donne des résultats un peu plus précis, il explique où sont les problèmes. Voilà, donc je passe maintenant aux surfaces hyperboliques. Donc une surface hyperbolique, c'est une variété de dimension 2 à courbure -1, avec les hypothèses habituelles complexes connexes. Et la référence que j'utilise toujours, c'est ce joli livre de Borswick. Et donc on peut démontrer qu'il y a toute surface hyperbolique, et là, elle ressemble à ça. Ça veut dire qu'il y a une partie centrale, ici, qui est compacte, et puis il y a des bouts qui sont soit des cusps, des pointes, qui sont d'air fini, soit en anglais on dit funnel, je crois que ça se traduit par entonnoir en français. Il y a donc des parties comme ça, mais qui sont de volume infini. Alors, je vais donner une description, je vais revenir à la définition dont Naline a parlé dans son cours. Alors, le premier exemple, c'est bien sûr le revêtement universel, c'est le plan hyperbolique, avec la métrique hyperbolique, et donc dont le groupe des isométries positives, c'est le groupe PCL2R. Et donc les surfaces hyperboliques, on peut aussi les décrire comme les quotients de ce plan hyperbolique par des sous-groupes discrets et qui sont sans torsion, pour pas on enlève les points fixes pour que ce soit vraiment une variété lisse. Alors il y a une hypothèse en plus que je n'ai pas précisée. Il y a toujours des conditions de finitude pour éviter, par exemple, que dans mon dessin d'avant, ici on ait une infinité de pointes, ou qu'on ait une surface avec une infinité de trous. Mais bon, j'en parle pas ici, pas plus ici. Et je continue ma liste d'exemples. Donc, dans les exemples, il y a deux exemples très très simples. C'est le quotient si on considère une translation par un réel B. Alors, le domaine fondamental dans le demi-plan, c'est clair, c'est une bande verticale. Et le quotient, ça va me donner ce cylindre parabolique dont la pointe supérieure, c'est un modèle de cusp, et là, il y a une partie inférieure ici qui a un très très grand volume. Comme autre exemple, il y a les cylindres hyperboliques. Donc les cylindres hyperboliques, ils s'obtiennent en prenant cette fois-ci le groupe engendré par une homothétie, et puis on prend le sous-groupe engendré par une homothétie. Et donc le domaine fondamental, ça va être, dans ce modèle-là, c'est demi-anneau. Et le quotient, ça va me donner un cylindre hyperbolique qui est formé de deux entonnoirs. Et donc c'est ça les modèles des deux parties, des deux bouts à l'infini que j'avais dessinés dans la figure d'avant ici. Donc la partie à droite, c'est un demi-cylindre hyperbolique, et à gauche, c'est un demi-cylindre parabolique. Et puis un exemple que j'ai donné, mais en fait que je vais exclure très vite, c'est par exemple la surface modulaire. Alors
En tout cas, elle ne rentre pas du tout dans le cadre de ce qu'on a étudié parce qu'il y a de la torsion, donc il y a des coins. Et puis en plus, il y a des cusps et vous allez voir très vite, on va éliminer les cusps. Alors, il y a encore un ingrédient qu'il faut que j'introduise, c'est ce qu'on appelle l'exposant critique. Alors, l'exposant critique, on peut le définir de plusieurs manières. Une manière, par exemple, c'est de prendre la fonction de comptage. Donc, on fixe 2 points x et y, et puis on regarde tous les points, tous les éléments du sous-groupe discret, tel que le translaté de y par gamma reste à distance plus petit que grand R de x. Et donc ça nous définit donc la fonction de comptage. Alors cette fonction de comptage, moralement, elle se comporte de manière exponentielle, donc on en prend le log, et puis on divise par 1 sur R. Et la limite, la lim sup, c'est ce qu'on appelle l'exposant critique. Alors le terme exposant, il vient plutôt, à mon avis, de la série de points carrés, parce que si on prend les séries de points carrés, donc c'est défini de la même manière, on prend un point x et un point y, on calcule la distance du point x au translaté de y par gamma, et puis on fait la série des exponentielles négatives avec un coefficient s devant. Et on peut montrer que pour s très grand, ça converge. Et donc ce qu'on va regarder, c'est l'inf de tous les s pour lesquels ça converge. Et donc ce nombre delta est le même que celui qui est défini à la ligne en dessus. Et puis à l'exception de certains cas, ça peut être défini par une dimension de Hausdorff de l'ensemble limite. Alors pour illustrer cette notion, une remarque. Ici, j'ai pris x et y, et ça n'apparaît plus dans le delta, parce qu'en fait, ces deux définitions sont indépendantes de x et de y. Ça veut dire que, par exemple, si la série de points carrés converge pour un couple xy, ils convergent à ce moment-là pour tous. Et puis, pour illustrer les valeurs de cet exposant critique, dans le cas d'une surface, dimension 2, dans le cas d'une surface, c'est un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. Et ça vaut 0 pour le cylindre hyperbolique, donc les deux entonnoirs. Ça vaut 1,5 pour le cylindre parabolique. Et ça vaut 1 dans le cas de la surface modulaire, ou plus généralement des quotients des sous-groupes gamma de covolumes finis ou qui sont co-compacts. Voilà, donc ça c'était juste des rappels sur les surfaces hyperboliques. Et j'en viens maintenant au résultat principal, c'est l'estimation de cette norme d'opérateur. Donc, on peut montrer que dès que la surface a un cusp, alors cette norme est infinie. C'est assez facile à voir. On a vu tout à l'heure les fonctions y à la puissance 1,5 plus i r. Et avec ces fonctions, c'est très facile de voir qu'on aboutit très vite, on montre très facilement que, en fait, cette norme est infinie. Donc, ce qu'on a considéré, c'est le cas où on a une surface hyperbolique qui a des funnels, qui a des entonnoirs. Donc, ça veut dire, ça revient à dire que la surface est de volume et d'air infini, mais elle n'a pas de cusps. Et donc, dans ce cas-là, tant que l'indice critique va à mi-chemin entre 0 et 1, donc si on va entre 0 et 1,5, alors, vous voyez, on obtient une borne supérieure qui est exactement la borne inférieure que... ce n'était pas tout à fait, j'avais un peu triché, mais en fait, l'estimation inférieure qu'on pouvait tirer du résultat général de SOG. Donc, ça veut dire que ce résultat ici, il est optimal, on ne peut pas faire mieux. Donc, et on voit que c'est mieux, en fait, c'est bien meilleur que dans le cas des surfaces à courbure non négative, puisque par exemple pour le Tor ou pour Rn,
vous vous rappelez que le état 1,5, il était obtenu dans un régime, mais pas dans l'autre. Donc là, le état 1,5, c'est la puissance qui sort dans tous les cas. Et puis, quand on va au-delà de 1,5, quand on est entre 1,5 et 1, alors là, le résultat qu'on obtient, qu'on a obtenu, est presque optimal, mais il y a des petites pertes. Il faut introduire un epsilon, et vous voyez qu'on obtient le même résultat avec à epsilon près. Et surtout, il y a une condition en plus, il faut que la largeur de la fenêtre ne peut pas être arbitrairement petite. C'est-à-dire la largeur de la fenêtre doit être contrôlée par... Alors, le grand N est arbitraire aussi. Bien sûr, toutes les constantes, toutes les epsilon, le grand N, sont contenues dans la constante qui est cachée ici. Mais donc, ça veut dire que si eta est plus grand que lambda puissance moins n, on obtient cette inégalité. Alors, j'ai fait exprès de... Je n'ai pas voulu privilégier le comportement lambda ou un eta. C'est clair qu'avec ces conditions, le epsilon, on peut l'éliminer soit ici dans cette puissance-là, soit dans la deuxième. Voilà. Et ce lambda epsilon, c'est en fait un logarithme ou non, c'est vraiment... C'est ce qu'on espère. On espère que c'est un logarithme, que le epsilon ici est un log, effectivement. On espère avoir, je pense que ce qu'on peut espérer, c'est avoir ici la puissance 1,5 et ici avoir un log en lambda. Alors, juste quelques remarques. Là, j'ai rappelé ce que vaut la puissance gamma p en dimension 2. Donc, l'indice critique, lui, de Stein-Thomas, c'est 6. C'est 6 qui est l'indice P critique. Comme on l'a vu dans le cours de Nannini, en général, on reparamétrise des choses différemment en remplaçant, au lieu de prendre moins le Laplacien, on prend moins la valeur propre lambda. Les valeurs propres, on les écrit comme lambda carré, 1 quart plus r carré. Et j'ai juste fait une remarque en disant la première partie, donc le résultat qui est optimal, en fait ça marche de manière beaucoup plus générale en rang 1. Si on prend n'importe quel quotient d'un espace symétrique de rang 1, et tant qu'on ne dépasse pas la moitié, ρ ici c'est en général ce qui joue le rôle de 1,5, tant qu'on ne dépasse pas la moitié de l'intervalle dans lequel delta varie, alors on a toujours la même estimation, et donc on peut en déduire une estimation de LP'-LP de la norme du projecteur ponctuel. Alors dans la suite, je vais essayer de donner une idée de la démonstration du résultat. Alors il y a un outil fondamental qu'on peut utiliser, c'est la transformation de Fourier sur le plan hyperbolique. Alors, il y a une transformation, je n'ai pas voulu la redéfinir, donc il y a une transformation de Fourier qu'on définit justement à l'aide des séries principales. Et en fait, si on se restreint uniquement aux fonctions radiales, donc si je prends uniquement une fonction f qui est radiale, ça veut dire qu'elle ne dépend que de la distance à l'origine, à un point fixe, alors elle prend une forme beaucoup plus simple. C'est l'intégrale de f contre une fonction spéciale qu'on appelle fonction sphérique. Et donc j'ai écrit la formule quand on introduit des coordonnées polaires. Donc il y a ici l'élément de volume qui sort. Et la fonction sphérique, je n'ai pas écrit ce que c'est, mais on peut l'écrire, c'est une fonction de Legendre, une fonction hypergéométrique. Et je préfère
donner juste une analogie, c'est que si on travaille avec la transformation de Fourier, quand on la restreint aux fonctions radiales dans Rn, on a ce qu'on appelle la transformation de Hankel. Et la transformation de Hankel s'exprime au moyen de fonctions de Bessel. Donc il faut penser que ces fonctions phi lambda, phi ici, c'est un équivalent, mais en courbure négative, des fonctions de Bessel. Et il y a une formule d'inversion. Cette formule d'inversion, elle fait apparaître la mesure de Plancherel qu'on a aussi vue dans je crois, la leçon passée, dans la leçon de Nalini. Et cette transformation de Fourier inverse, on peut l'écrire complètement explicitement à l'aide d'une transformation de type Abel. Et donc, j'ai écrit la formule explicite. Vous avez la transformation de Fourier qui apparaît. Ici, il faut la dériver une fois. Et il y a un noyau ici, la transformation d'Abel classique, c'est S carré moins R carré qui apparaît. Et là, c'est des cosinus hyperboliques. Mais donc, cette transformation de Fourier, on peut vraiment l'écrire tout à fait explicitement ici avec une transformation avec laquelle on peut travailler. Voilà, donc ça c'est vraiment à la base de tous les calculs. Ah oui, deuxième chose, je profite de faire un peu de publicité pour il y a un autre outil qui est très utile et qui est, je pense, moins connu, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Kuhn-Stein. Le phénomène de Kuhn-Stein, il avait été découvert par Kuhn-Stein il y a quasiment 60 ans, et c'était pour le groupe SL2R. Ils avaient démontré que si on prend le produit de convolution d'une fonction L2 par une fonction qui est presque L2, c'est L2 moins n'importe quel epsilon, alors on retrouve une fonction L2, ça sous-entend qu'il y a un contrôle des normes, c'est-à-dire la norme ici est contrôlée par le produit des deux normes des deux facteurs. Et quand on se restreint ici, au lieu de prendre une fonction dans L2 moins epsilon, si on prend une fonction qui est en le plan hyperbolique, c'est un quotient du groupe G, et donc si on prend une fonction plus radiale sur H, eh bien dans ce cas-là, il y a une version encore plus précise de ce théorème, qui est le fait que si on prend la convolution d'une fonction par un noyau radial, alors on a une estimation avec la norme L2 et simplement une intégrale du noyau avec un poids qui est tout à fait explicite. Et ce poids, il provient de la mesure hyperbolique et puis de l'état fondamental de la fonction qui se trouve, la fonction sphérique qui correspond au bas du spectre. Donc là, le phénomène, c'est qu'en K, c'est juste une norme L1, c'est ça enfin, une sorte de norme L1. Oui. Donc en fait, mais c'est un norme L1 avec un poids ici. Et donc ça dit que si j'ai par exemple ici une fonction radiale qui décroît comme une exponentielle qui est un tout petit peu meilleure que exponentielle moins r sur 2, eh bien ça va faire converger l'intégrale et donc j'aurai un opérateur borné. Alors il y a différentes versions de ce phénomène qui ont été démontrées et il y en a une sur les quotients par un sous-groupe convexe cocompact. Et ce résultat-là, j'aurais dû dire qu'il est convexe cocompact, X. Donc, tant qu'on suppose que delta, l'exposant critique, est strictement plus petit que 1,5, alors on peut estimer la norme LP par la norme LP', P est toujours supérieur à 2, par la norme LP' fois, alors l'expression là, vous voyez, j'ai mis LP et LP' à la place de L2,
Donc on a une expression un peu plus compliquée qui dépend de P. Et puis il faut prendre un petit epsilon, mais en gros ça c'est l'exposant critique. Et on voit comme ça par exemple que de nouveau si on a un noyau radial qui décroît mieux que exponentielle moins r sur 2, ça va faire converger cette intégrale. Et donc automatiquement on aura un opérateur borné, mais aussi sur le quotient, sur l'espace localement symétrique. Sur le cas d'une surface si on le fait en dimension 2. Voilà, donc ça c'était deux outils. Et alors, je vais maintenant essayer de donner une idée de la preuve là, du théorème en commençant par le cas où l'exposant critique est plus petit qu'un demi, et après dans le cas où l'exposant critique est supérieur à un demi. Alors, si l'exposant est plus petit qu'un demi, ce qu'on fait, c'est on utilise la formule d'inversion de Fourier pour écrire le noyau. Alors là, j'ai repris les mêmes lettres. On prend le noyau du projecteur spectral dans une petite fenêtre, centré en lambda et de largeur eta. Et ce noyau, on peut l'exprimer par cette formule ou par celle-là. En fait, c'est celle-là qu'on utilise. Et à condition de travailler suffisamment longtemps, on arrive à avoir vraiment des estimations très très précises de ce noyau. Donc ici, pour simplifier, pardon, là je travaille sur le plan. Hein. Donc pour l'instant, je ne travaille pas sur un quotient. Je travaille uniquement sur le plan. Dans le cas du plan, on utilise cette formule-là. R, c'est la distance entre deux points x et y. Et psi, c'est une fonction Boss, hein, j'avais dit que je pouvais choisir. Il y a une petite astuce, c'est bien de prendre des fonctions qui ne sont pas à support compact, mais dont la transformée de Fourier est à support compact. Ça, c'est pour que l'effet sur l'espace soit à distance finie, hein, par le principe de propagation des ondes. Si on prend un opérateur qui correspond à un multiplicateur comme ce psi, l'effet sur l'espace sera contrôlé par, alors plus précisément ici, ce sera eta. Et donc voilà, j'ai donné un exemple, voilà le genre d'estimation qu'on obtient. Donc le noyau, il est majoré par lambda fois eta quand r est petit, et puis il est majoré par lambda à la puissance 1,5 eta exponentielle moins r sur 2 quand r est grand. Alors c'est très bien parce que on veut estimer des normes, vous vous rappelez, si on veut estimer des normes en utilisant le truc TT étoile, des normes de LP' dans LP, ben là ça va nous donner une norme de L1 dans L infini, et donc on aura quelque chose en lambda eta, et après c'est facile de voir par interpolation qu'on va trouver du eta 1,5 et une bonne puissance de lambda. Alors si on passe maintenant à la surface, alors ce qu'on fait c'est qu'on prend une moyenne, il faut prendre le noyau sur le revêtement universel, puis en prendre une moyenne. Et en utilisant tant que l'exposant critique est inférieur à 1,5, eh bien, on peut montrer qu'à partir de cette estimation ici en exponentielle moins r sur 2, on peut montrer que cette série converge. Et donc, ça nous fait donne un bon noyau sur la surface qui satisfait les bonnes hypothèses pour pouvoir répéter ce qu'on fait sur l'espace lui-même. Et ce n'est pas tout à fait fini, il faut estimer aussi d'autres noyaux, en particulier si on veut attraper le point critique de Stein-Thomas, il y a un argument d'interpolation complexe, un peu compliqué, qu'il faut mettre en œuvre. Et donc c'est des noyaux un peu plus compliqués que celui-là qu'il faut faire, mais en gros la méthode est la même.
Et donc on conclut en utilisant de l'interpolation classique ou éventuellement le théorème de Kuhn-Stein. Et ça permet de traiter complètement le cas où des exposants plus petits qu'un demi. Alors, quand on dépasse un demi, en fait, il faut changer de stratégie. Alors, ça vient du fait que, en fait, cette somme ici, en tout cas, cette estimation n'est pas bonne. Hein, elle est insuffisante pour pouvoir traiter ce genre de noyau. Parce que vous voyez, on a une décroissance en exponentielle moins r sur 2. Oui, jusqu'à présent, l'hypothèse sur les bosons critiques, c'était pour que ces sommes, elles convergent. Voilà, donc il y a ça, puis aussi les outils, soit Kuhn-Stein, soit une estimation. Si on veut avoir une estimation en norme sup du noyau, et puis ensuite interpoler, il faut savoir que le noyau est borné. Et donc, comme on a une décroissance qui est seulement... Si on avait une décroissance en exponentielle moins r, ce serait parfait, on pourrait traiter le cas général. Mais on ne peut pas obtenir mieux que moins r sur 2. Donc on adopte une autre stratégie pour ce cas-là. Pour le cas où on dépasse l'exposant critique. Alors l'idée c'est... il faut faire deux décompositions. Une première, c'est... donc ça c'est notre projecteur, ici, mais défini par... cette fois-ci, au lieu de prendre une indicatrice, je prends une fonction régulière, comme avant. Et puis, on va l'écrire comme une intégrale à désintégrer par rapport au groupe de Schrödinger. Alors, on peut faire ça, mais ce n'est pas cet opérateur qu'on désintègre, c'est cet opérateur divisé par celui-là, si ça a un sens, disons. Et donc, la fonction qu'on récupère ici, c'est la transformation de Fourier de la fonction psi divisée par la fonction θ au carré. Donc ça, c'est la première décomposition qu'on fait. La deuxième, c'est qu'on introduit une décomposition qui est liée à la décomposition, à la figure que j'avais dessinée des surfaces. Donc, on prend en gros une fonction régulière, mais qui ressemble à l'indicatrice de la partie centrale. Et puis, on prend des partitions de l'unité ici qui ressemblent en gros à l'indicatrice de chaque funnel, chaque entonnoir. Et on intercale ici cette décomposition ici entre deux facteurs deux projecteurs spectraux. Voilà, et donc pour estimer la partie centrale, la partie qui est dans la partie qui n'est pas dans les funnels, dans les bouts à l'infini, alors il faut combiner trois choses. On utilise le théorème de Sock qui permet d'estimer chaque fois qu'on a un facteur comme ça qui apparaît, un θ de d moins lambda, ça va nous sortir une bonne puissance de lambda. Et puis il y a un résultat je crois qu'on avait, en tout cas qui est apparu dans le cours l'année passée. C'est un sous-produit du travail de Bourgain et Dyatlov. Et c'est une estimation de la résolvante. Donc le résultat de Bourgain et Dyatlov est plus précis. Si on prend la résolvante sur la surface et qu'on coupe par deux fonctions ici, C infini à support compact, alors on a une estimation en lambda qui est en gros en moins 1 plus une petite perte. Et donc, avec le théorème de Kato, on en déduit une estimation ici du groupe de Schrödinger, mais avec une localisation spectrale. Et donc, qui est exactement la racine de la puissance qui apparaît là.
Voilà. Alors, il y a d'autres... ensuite, c'est un peu technique, mais je dirais que c'est essentiellement cet ingrédient ici qui est l'ingrédient principal. Et bon, j'ai de la peine, j'avoue, j'ai de la peine à comprendre le travail de Bourgain-Dyatlov. Et c'est vraiment un peu miraculeux ce résultat qu'on parvienne à l'utiliser pour étudier ce problème. Une remarque, c'est limité à la dimension 2 pour le moment, hein, le résultat de Bourgain-Dyatlov. C'est ça qui fait que en fait, j'ai énoncé le résultat en dimension 2. Quand on est au-delà de l'indice moitié, il manque pour l'instant l'équivalent de ce genre d'informations pour pouvoir traiter. Il paraît qu'il y a un élève de Larry Goots qui s'appelle Alex Cohen et qui a récemment obtenu une version du principe d'incertitude fractale en dimension supérieure. Alors justement, Peter Sarnak, à la suite de son exposé, il m'a dit qu'il y avait un lien en ligne pour écouter un exposé de cette personne à Princeton qui a été donné la semaine dernière. Oui, j'ai vu qu'il avait fait un exposé. Voilà, donc, oui. qu'on peut écouter en ligne en différé. Oui. Voilà, donc, mais apparemment pour l'instant ils en sont qu'au principe d'incertitude fractale. L'espoir c'est que ça puisse donner aussi un résultat qui permettrait de traiter la dimension supérieure. Et ensuite il y a une deuxième partie, on regarde ce qui se passe dans les entonnoirs, là, dans les bouts. Et dans les bouts, on utilise... les bouts en fait c'est des demi-cylindres. Et vous vous rappelez, le cylindre hyperbolique, il a en fait un exposant critique qui est 0. Donc ça veut dire que les résultats sur les surfaces avec un exposant plus petit qu'un demi, on peut les utiliser. Donc on les utilise dans les entonnoirs. Et donc il y a un premier résultat qu'il faut démontrer, c'est on peut obtenir une des inégalités de Srikart s'améliorer quand delta est plus petit qu'un demi. Et on peut obtenir ce résultat. Donc vous voyez, c'est un résultat sur le groupe de Schrödinger avec une localisation ici en fréquence. Et donc on obtient lambda, la puissance 1 demi moins 1 sur P moins 1 sur Q, quand P est plus grand que 2, Q est plus grand ou égal à 2. Donc oui, c'est particulièrement intéressant si 1 sur P plus 1 sur Q dépasse 2. Dépasse 1 demi. Donc à ce moment-là, vous avez vraiment une décroissance en lambda. Et puis il y a une autre propriété qu'on a aussi démontrée, c'est une propriété de smoothing régularisation, on dit, LP, qui est la propriété suivante, c'est que si on prend ici, alors ça veut dire on prend une puissance gamma P est plus petit qu'un demi, donc on prend une petite puissance fractionnaire de D, hein, donc du Laplacien, et qu'on l'applique au groupe de Schrödinger, et qu'on estime ça d'abord en temps dans la norme L2, et puis après en espace dans la norme LP. Alors c'est contrôlé par la norme L2 de F. Et donc, si on met ces deux choses ensemble, eh bien, on arrive à estimer. Et puis, encore un théorème de commutateur. Non, c'est pas ça. Donc, on arrive à estimer ici la contribution quand J est plus grand que 1, donc dans chaque entonnoir. Alors apparemment, cette idée de décomposer en morceaux et de recoller, c'est une méthode qui a déjà été utilisée par Stafilani et Tataru sur d'autres types de variétés. Voilà. Alors je ne donne pas plus d'explications parce que le reste c'est vraiment assez technique, mais les idées principales, c'est vraiment sur la partie centrale, c'est cette estimation de Bourgain qu'on traduit en une estimation ici sur le groupe de Schrödinger localisé en fréquence.
et puis aussi des informations sur le groupe de Schrödinger localisé en fréquence à l'intérieur des entonnoirs. Et puis finalement, j'ai juste mis ici un résultat aussi qu'on obtient, mais seulement dans la partie quand l'exposant est plus petit qu'un demi. C'est aussi une estimation pour les valeurs spectrales petites. Et là, vous voyez qu'on obtient quelque chose qui est radicalement différent. Il n'y a plus aucune dépendance en P. Alors ça vient c'est l'application typique du phénomène de Kuntze-Stein. Quand on applique le phénomène Kuntze-Stein, vous voyez qu'on a une estimation qui devient complètement indépendante de P. Et donc, ça reste valable en rang 1, mais en dimension plus grande. Et donc, ça donne une estimation de la norme LP'-LP du projecteur ponctuel qui correspond à une valeur propre lambda. Voilà, et mon dernier transparent, c'est juste ces quelques références que j'ai utilisées qu'on a utilisé pour ce travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention.